ce nouveau numéro des vidéos, nous avons envie d'aller à la rencontre des créateurs. Ils enchantent ou réenchantent l'île en dessin ou par la photo. C'est le cas de Nablezon, photographe et vidéographe, et aussi directeur artistique dans la communication visuelle. Et avec ses photos, il sublime l'île et ses environs. Alors comment travaille-t-il? Pourquoi est-il tombé en amour avec le Nord? On va lui poser ces questions et surtout, il vient de sortir son deuxième livre de photos, Voir la métropole de l'île autrement, aux éditions Ici. Bonjour Nablezon. Bonjour Théo. Né sous le ciel ivoirien, son cœur bat désormais au rythme de paysages du Nord. C'est ainsi que vous vous décrivez dans les premières pages de ce fameux livre, le deuxième. C'est quoi cette histoire? Racontez-nous cette histoire. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'île, il y a la photo. Déjà, bon, la phrase elle n'est pas de moi. C'est mon éditeur qui l'a écrite. Vous décrivez bien. Oui, ça va. Je pense que je n'ai pas les compétences pour savoir s'il me décrit bien, mais en tout cas, les faits sont exacts. Donc oui, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire et je suis arrivé à Lille quand ma mère s'est mariée avec un Lillois. Donc j'avais 12 ans. Et je suis arrivé en France en fait à l'âge de 6 ans. Donc j'ai vécu 6 ans à Paris et ensuite je suis arrivé à Lille. Et depuis, j'ai fait un peu des va-et-vient, mais voilà. Alors, il y a une phrase que vous avez écrite, c'est sur les réseaux sociaux récemment. L'île, la photo, l'art, la vidéo, la région, le voyage et mes proches, c'est toute ma vie. Comment s'est née cette histoire d'amour entre la photo, la région, la ville de Lille, la métropole lilloise? Alors c'est né d'une ignorance de base, en tout cas pour Lille. En fait, j'ai toujours été passionné par l'art. Et en fait, quand je suis parti au Canada, je suis revenu avec l'intention de vouloir faire de la vidéo et de la photo, mais pour le tourisme. Et en fait, quand je suis revenu à Lille, je me suis rendu compte que je ne regardais pas assez la ville et la région. Et je me suis dit, mais en fait, plutôt que de vouloir voyager partout en Europe, dans le monde, en fait, il y a tellement de choses à dire ici à Lille. Et en fait, j'ai retrouvé en fait tout ce que je cherchais dans le voyage, dans la métropole et dans la région. Et je me suis dit, ok, on reste ici, on fait ce projet ici. Quand on feuillette votre livre, on voit vraiment plein de lieux de la ville lilloise, que ce soit la Grand Place, que ce soit des petites rues du Vieux-Lille. On s'écarte aussi, on a Marc-en-Barœul, on a Bondu, on a l'aérodrome. C'est vraiment tout un paysage, c'est une déclaration d'amour complète de votre part pour la ville, mais que vous essayez de transmettre à tous les habitants aussi par la photo pour dire c'est beau ici. Oui, exactement. C'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est vraiment une déclaration d'amour et c'est aussi pour les habitants. Et ça, c'est super important. C'est que ce livre, en fait, il n'est pas destiné aux touristes. Et il est vraiment destiné à ceux qui connaissent la région, ceux qui connaissent la métropole et qui disent ah bah cet endroit je le connais pas ou j'y vais jamais parce que ça m'a pas l'air intéressant. Et en fait, si, c'est super intéressant. C'est vraiment un livre pour que les habitants redécouvrent leur métropole. Alors il y a bien sûr toute une équipe autour de vous pour construire ce livre et puis depuis des années désormais ces photos, les mettre en avant aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi qui vous entoure dans votre équipe? Alors dans mon équipe on est 5, donc j'ai 4 personnes avec moi. J'ai Marion qui s'occupe qui est chargée de clientèle. J'ai Victoria qui s'occupe des réseaux sociaux, du planning, édito, etc. J'ai Tristan qui s'occupe de tout ce qui est création de contenu, donc lui qui m'aide vraiment sur la partie par exemple on va dire rédactionnelle comme les anecdotes, on fait souvent des anecdotes le lundi dans la métropole et dans la région. Et on a Emma qui m'aide dans certains montages, donc elle est cadreuse monteuse, voilà. Et pour le reste, toutes les photos je m'en occupe à 100%, que ce soit de la prise ou à la retouche, et voilà, bref, voilà. Et parce qu'il y a une petite retouche aussi des photos, c'est ça qu'il faut dire, et vous en cachez pas du tout, il y a une retouche de photos qui est faite pour mettre en avant, mais jamais dénaturer le lieu. Exactement, c'est ça. C'est vraiment, en fait, j'estime que sur l'appareil photo ne voit jamais ce qu'on voit. Souvent, la qualité photo ou même la couleur change en fonction de l'appareil qu'on a. Ce qui fait que dès la prise de photo, il y a déjà un peu une retouche technique qui est déjà faite de base, qui n'est pas du tout réaliste. Je mets des guillemets à réaliste. Et le but en fait dans mes photos, c'est en fait de faire ressortir l'émotion que moi j'ai ressentie à ce moment-là. Et laisser une photo brute, c'est quasiment pas possible. Ça m'est déjà arrivé. Il y a des photos d'ailleurs qui sont brutes dans le livre. Il y a un facteur qui est assez important et qui revient assez souvent sur les photos, c'est que souvent ce sont des photos de bâtiments, d'architecture. On voit rarement des personnes, en tout cas les personnes ne sont pas visées. Le but c'est vraiment uniquement montrer les bâtiments et ce qui nous entoure partout ici dans la métropole lilloise. Oui, en fait, c'est C'est votre style en tout cas. Oui,
Oui, alors je fais aussi des photos portraits, mais c'est vrai que le but, en tout cas, de ce que je fais ici, c'est vraiment du tourisme, c'est-à-dire, comme je dis, c'est vraiment représenter les bâtiments de la région, les bâtiments de la métropole. J'ai voulu justement que les gens se reconnaissent dans ce qu'ils ne voient plus forcément, ou dans une rue où on passe, on se dit ok, j'y passe tout le temps pour aller au boulot, ou c'est la rue devant chez moi, où je rends mes poubelles, et en fait on se rend pas compte que peut-être à 6 heures du matin, en plein lever de soleil, cette rue elle est magnifique. Et c'est vraiment ça que je voulais représenter. Alors justement, je vais peut-être pas vous demander alors votre bâtiment préféré à photographier, mais quel est le lieu, l'endroit, le bâtiment que vous avez mis en image et que peut-être que vous considérez qui mérite d'avoir plus important, plus de visibilité par sa beauté? Oh, bonne question. Oui, il y en a plein. Alors j'en ai un en tête, mais c'est pas vraiment représentatif. Vraiment, c'est Heure alimentaire à l'Homme. Et c'est drôle parce que justement c'est une prestation d'heure alimentaire pour mettre en valeur le lieu. Et quand on me l'a présenté le lieu, on m'a dit tu vas voir, c'est moche. Et en fait je suis arrivé, je fais mais c'est trop beau. Ça, c'est la vision d'artiste. Oui, c'est ça, c'est qu'en gros, eux, ils le voient vraiment avec. Et je suppose que à 9 heures du matin, quand il y a tous les camions avec tous les primeurs qui vendent leurs fruits et légumes, et que c'est vraiment. C'est sale par terre, et que tous les déchets sont par terre, c'est pas beau. Mais quand je suis arrivé, c'était propre, et en fait, il y a des sortes de parapluies, enfin, ils appellent ça les parapluies. C'est des sortes de paravents en bois qui sont vraiment très beaux, et moi, j'ai trouvé ça beau. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller directement dehors et on a un beau temps hivernal. On est juste devant votre terrain de jeu qui est juste là, votre terrain de jeu, bien sûr, la métropole lilloise. La Citadelle, c'est bien? Oui. Bon. Oui, très, très, très grand. Très grand la Citadelle, mais oui, c'est très bien. Eh ben, partons à la Citadelle. Allez. Nableson, on est ici à la Citadelle avec un monument que vous aimez photographier. On la voit souvent dans vos photos, c'est le pont Napoléon. Oui. Aujourd'hui, on a un temps assez particulier. On est en plein hiver, il fait bien froid, Il fait moche. il fait gris, il fait moche. On est à Lille, non, il fait bon. Le but, c'est de mettre en valeur. Oui. Mais est-ce qu'il y a des temps particuliers que vous aimez avoir sur vos photos? Parce qu'il y a des lumières particulières. Le matin. Le matin, parce que souvent, au coucher de soleil, c'est super beau. C'est ce que les gens aiment le plus, en tout cas en photo ou même de base. On aime beaucoup le coucher de soleil. Mais je trouve que le lever de soleil est encore plus beau, puisqu'il y a ce côté où c'est brumeux, c'est super beau. Et de temps en temps, surtout en hiver, on peut se retrouver avec la rosée. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, le lever de soleil, en fait, on a entre guillemets, l'eau qui fume. Je veux dire ça, même si c'est pas le cas, mais voilà, on a cette évaporation qui est super belle. Et je pense qu'au niveau de la rosée, c'est magnifique en photo, surtout que le soleil, je crois qu'il passe vers ici. Donc en fait, on a un contre-jour avec la rosée qui est magnifique. Alors ce pont Napoléon III, aujourd'hui, avec les conditions qu'on a, est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous accroche? Quand vous vous baladez aussi, même avec un appareil photo, qu'est-ce qui vous accroche pour vous dire ça peut être une belle photo, ça peut être un lieu que je veux mettre en avant? Ça dépend, c'est souvent on va dire, c'est là où sont placés les éléments. Par exemple, ici, ce qui est bien, c'est qu'on a le pont Napoléon qui n'est pas droit. C'est-à-dire qu'au fond, on a les arbres, donc en fait, on a une sorte de triangle au niveau du passage. Et dans ce triangle, en fait, on a ce préau de branches qui vient en fait se coucher sur le pont. Et c'est magnifique, je pense qu'on peut aussi le voir derrière. On a ceux où il y a l'allée principale et on a une sorte d'arc. C'est très beau, et avec le pont Napoléon, c'est magnifique. Bon, bah, tentons une photo ici. Allez. On n'a pas évidemment la lueur du soleil, mais il y a quelque chose à faire quand même. Oui. Alors là, je suis en grand angle. Je vais essayer d'avoir le reflet, parce que c'est magnifique. Alors là, les arbres sont un peu plus devant moi, donc je vais voir si je peux quand même faire quelque chose. Ouais. Donc là, il y a le reflet de l'eau aussi qui est important à aller chercher parce que... Ça nous fait un effet miroir. Et comme je disais, en fait, on a cet arc de cercle. Et là, on a un quart d'arc. Et en gros, avec le reflet, ça nous fait un demi-cercle, tout simplement. On va voir ce que ça donne, mais ça peut être bien. Attention à ne pas reproduire chez soi. Ah ouais, là on a un super truc. Avec l'arbre. Voilà. Tu vois là par exemple.
C'est ce que je disais au niveau de la limitation technique. Là, tu vois rien dans le reflet, mais quand tu le regardes ici, tu vois qu'il est très. Donc c'est là le travail de retouche qui est quasi indispensable pour voir ce que l'œil voit et le retransmettre dans l'appareil, parce que lui, il ne voit pas tout. Exactement, exactement. Et pareil aussi au niveau des couleurs, tu vois, là, on a l'impression que le pont est un peu plus orangé qu'en vrai. Tu vois, il est plus clair que sur la photo. Enfin, tout ça, plein de trucs. Et pareil aussi, tu vois, sur les côtés, c'est un peu plus sombre ici, alors qu'en vrai, c'est pas sombre du tout sur les côtés. Enfin voilà, t'as plein de choses comme ça qu'il faut venir rectifier. Et derrière, je viens sublimer par rapport à moi l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Que ça, par exemple, prend un feu d'artifice. Un feu d'artifice, habituellement, les couleurs dans le ciel, on les voit quasiment pas. On me dit souvent que mes photos sont identifiables. Avant, je cherchais vraiment à avoir un style unique. Et paradoxalement, je l'ai trouvé quand j'ai arrêté de chercher un style unique. C'est-à-dire que quand je me suis dit, en fait, tant que tu sens que la photo elle est belle, elle est belle. Il n'y a pas besoin d'avoir un style réellement. Et en fait, ça a été, c'est devenu, par la force des choses, c'est devenu mon style. Donc vous avez énormément de matériel, donc bien sûr un appareil photo. Vous utilisez aussi le drone parce qu'il y a des photos qui sont, des clichés qui sont pris, qui sont totalement fous, mais en fait sur des points totalement inaccessibles avec un appareil photo. C'est une donnée qui est importante pour vous aussi de voir la région peut-être différemment, vue du haut, vue du ciel. Parce que justement, comme j'ai dit, le but c'est vraiment de montrer les endroits comme on les voit jamais, ou en tout cas comme on les ressent jamais. Et le drone, ça fait partie aussi de ça. C'est peut-être un angle qu'on verra jamais de notre vie. Et le drone en fait permet de pouvoir justement avoir des angles un peu particuliers, comme justement le tapis de jeu à Marc. Qui est magnifique, mais que personne ne verra à part en drone. Bon, moi j'ai mon téléphone, c'est le seul appareil photo que j'ai. Est-ce que vous avez des bons conseils, Nableson, si je croise une belle lumière, quelque chose vraiment que je me dis vraiment j'aime bien, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'avoir une belle photo? Alors, avec un téléphone, déjà la première chose, c'est paradoxal, c'est le mettre à l'envers. Le mettre à l'envers. Le mettre à l'envers. Comme ceci. Exactement. C'est pour les photos, l'angle est toujours meilleur, surtout si vous êtes proche du sol. Proche du sol, c'est même indispensable. Parce que justement, l'appareil photo est proche du sol à l'envers. Hop, on va essayer de faire la même, on va comparer après. On va essayer de pas laisser tomber le téléphone, on va faire ça tranquille. Hop. Et c'est vrai que si on les regarde, c'est plus facile avec à l'envers en plus. Oui. C'est plus facile. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup Nableson, donc on a des petits conseils désormais pour faire des petites photos sympas des lieux magnifiques de la métropole lilloise. Évidemment, il faut continuer à lever les yeux et à regarder ces bâtiments. L'île se raconte donc en photo, aussi en dessin, et tout comme vous, Eliagora et Jérôme Groslier ont décidé de raconter les secrets de l'île et de ses environs dans un livret graphique bimensuel. Ça s'appelle L'île mystérieuse. Emmanuel est parti à la rencontre des fondateurs de la boucle du dessin, direction le Grand Bassin, à côté de la musée de la piscine à Roubaix. Vous avez raison Théo, on peut raconter l'île en photo, mais on peut aussi le raconter en bande dessinée avec l'île mystérieuse. Là, c'est le numéro sur la piscine et c'est assez incroyable. Je croyais que mon père m'avait raconté des cracks, mais en fait non. La piscine de Roubaix, avant, c'était une vraie piscine. Oh, c'est assez intéressant. Alors, on a toute l'histoire du lieu. Oh, c'est assez incroyable. Voilà, franchement, c'est vraiment top. Et en plus, ce qui est génial, c'est que les créateurs de la boucle du dessin, qui donc publient cette revue L'île mystérieuse, eh bien, nous attendent et on va en parler avec eux. Bonjour Elia, bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir devant le stand de la boucle du dessin où on retrouve donc les numéros de l'île mystérieuse, presque tous les numéros. Mais la première question, comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette création de la boucle du dessin et donc de ce livret graphique L'île mystérieuse? C'est une bonne question. En fait, quand on passait, on a pas mal voyagé. Et en voyageant, on s'est rendu compte que la vie de l'île était magnifique. Et on s'est dit, mais finalement, pourquoi pas raconter son histoire? Est-ce qu'on passait tous les jours quotidiennement devant, par exemple, l'Opéra Lille et on ne connaissait pas son histoire? Alors que quand on voyage, souvent on se renseigne sur les lieux. Et donc on s'est dit, mais il faut raconter cette histoire. Et comme je dessine depuis que je suis enfant, c'était la bonne opportunité pour accompagner le dessin avec l'histoire de la ville de Lille. Pourtant, vous n'êtes pas lillois et vous êtes arageoise. Donc comment s'est fait cet amour de l'île en fait? C'est par vos études, c'est la rencontre, comment ça s'est fait? Alors c'est vrai que moi j'ai été guide touristique au Bof d'Arras pendant quelques années. Donc on se renseignait toujours sur l'histoire locale de notre ville et on aime beaucoup la BD aussi. Donc c'est aussi venu d'une passion de dessin et de culture aussi derrière. Alors passion du dessin, parce que le premier numéro, il faut le rappeler Jérôme, c'est vous qui l'avez illustré totalement, c'est ça?
C'est ça. Après des études du coup qui ont été faites sur Lille, j'ai réalisé le premier numéro qui porte sur vraiment la naissance, la fondation de la ville de Lille, qui l'a créée, cette légende vraiment extraordinaire. Et donc ensuite ça a été accompagné par d'autres artistes et à chaque fois ça a été toujours un artiste différent. Ouais, pourquoi vous avez fait ce choix justement après de choisir des artistes différents et des artistes uniquement locaux? Alors l'idée en fait c'était de diversifier l'offre de l'île mystérieuse et de faire découvrir en fait au public des artistes du coin. Nous on connaissait quelques galeries en fait sur l'île et on aimait bien en fait découvrir des artistes du coin. Donc on s'est dit pourquoi pas tous les mois et tous les 2 mois changer d'artiste. Alors Jérôme, vous avez illustré le premier numéro. Est-ce que de fait il y a un cahier des charges pour les artistes où ils ont carte blanche dans la façon dont ils vont illustrer le livret graphique? Alors oui, il y a forcément un cahier des charges. Déjà, on essaie de choisir des artistes qui ont des styles différents et ensuite vraiment dans la manière d'illustrer. Par exemple, vous allez voir les couvertures, c'est à chaque fois la même couverture et après derrière, ça va être des artistes qui vont venir illustrer. Donc en fait, ils doivent s'adapter aussi à un cahier des charges qui est aussi historique. Parce que les artistes, il faut savoir que dans tous les artistes qu'on a, on en a beaucoup qui ne travaillent pas sur des sujets historiques. Souvent, c'est des sujets qui sont fantastiques. Et donc, ils vont venir se plier, mais en tout cas respecter l'histoire et on va faire des interviews avec des spécialistes par exemple pour vraiment venir constituer un storyboard qui soit sur ces sujets-là. Donc oui, il y a un cahier des charges qui est assez forcément qui va permettre aux artistes d'avoir une ligne pour faire le numéro. Et on les accompagne d'ailleurs pour réaliser un numéro. Alors, il y aura le travail d'enquête, mais avant toute chose, vous choisissez l'artiste, et après, c'est vous qui choisissez la thématique du livret graphique. Bon, il y a le petit quinquin, la piscine, le bateau, ou c'est l'artiste, une fois que vous l'avez choisi, qui vous dit, moi, je veux travailler sur ce lieu-là, ou cette personne-là, parce qu'il y a des personnalités, c'est vrai. Alors en fait, le process c'est d'abord de trouver un artiste donc via un questionnaire sur notre site internet. Donc ils répondent à des questions. L'idée c'est d'abord qu'ils sachent un peu faire de la bande dessinée parce que c'est un exercice quand même assez difficile pour un artiste. Et en fait, on laisse d'abord l'artiste choisir. Donc c'est lui qui nous propose des sujets. Nous on regarde un petit peu si c'est possible de publier. Donc on demande les autorisations etc. Et en fait, l'idée c'est de laisser l'artiste choisir d'abord son sujet puisque c'est lui qui va faire les dessins. Après, il y a des artistes qui n'ont pas toujours d'idées, donc nous on a un panel d'histoires à raconter, donc on a quelques sources aussi. Et alors après, comment se fait le travail d'enquête, puisque c'est un vrai travail d'enquêteur et d'enquêtrice que vous menez? Alors l'idée c'est toujours de trouver, d'aller au plus proche de la source. Donc parfois on a de la chance, par exemple sur celui des Watteaux de Lille, il y a une professeure à l'université de Lille qui a fait son sujet de thèse dessus. Donc c'est un sujet qui est méconnu. Et donc là justement on a fait une rencontre avec elle, c'est vraiment extraordinaire, c'est quelqu'un de vraiment très sympathique. Et en fait à chaque fois on va rencontrer des experts dans les lieux. Par exemple là sur le musée de la piscine, on a eu beaucoup d'aide de l'équipe. On essaie d'être au plus proche des sources pour vraiment s'imprégner aussi des personnalités et de la manière dont les histoires humaines sont venues créer les choses. Parce que à la fin c'est ça aussi, c'est un témoignage artistique, mais c'est aussi un témoignage humain. Et ça nous tient au cœur aussi de rencontrer les différentes équipes qui ont pu et qui continuent de faire vivre les lieux. Et c'est pour ça alors qu'à la fin, en dernière page, vous publiez les principales sources de votre travail? Ça nous permet en fait de montrer au public qu'il y a un vrai travail de recherche, des vrais faits historiques qui sont racontés, puisque des fois on nous demande est-ce que c'est la vraie histoire ou pas, et c'est vrai, le but c'est vraiment de raconter l'histoire. Donc on travaille avec des historiens, des archives, des fois on va chercher dans les archives. Donc pour nous les sources sont vraiment très importantes. Et ça permet aussi peut-être d'être un premier pas avant d'aller lire un livre d'histoire un peu plus gros de 300 pages qu'on n'a peut-être pas envie de se farder à la base. Exactement, c'est vraiment l'idée de base, c'est de pouvoir mettre un premier pas. On essaie vraiment de raconter le maximum de choses, mais encore une fois, on est sur un support qui est assez fin, on est sur une revue graphique, donc on est aussi sur un témoignage artistique, on ne peut pas tout raconter, bien sûr, on n'est pas là pour faire un livre de 500 pages, donc bien sûr, c'est un premier pas dans l'univers et dans les histoires de la métropole. Est-ce que les artistes ils se permettent des fois de mettre des petites références à leur univers à eux et ça vous leur autorisez? Et est-ce qu'on doit nous s'amuser à chercher? Alors oui, justement, il y a un jeu de références artistiques. Donc l'idée, c'est en fait de cacher quelques références à des œuvres connues. Alors c'est des œuvres, des sculptures, des tableaux qui sont du coup un peu plus anciens. Et après, parfois, il y a des petites easter eggs qui sont cachés en fait par les artistes aussi dans les planches. Il y a quelque chose de rigolo tous les deux. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'île mystérieuse, mais pourtant, dans le présentoir ici, au Grand Bassin, donc à Roubaix,
Il y a Gwendoline Guillotine. Qui est-elle et qu'est-ce que c'est ça? Ça fait partie aussi de ce que vous proposez? Oui, alors effectivement, on est une vraie maison d'édition, donc on essaye de développer des livres rigides, livres de plusieurs thématiques. Gwendoline Guillotine en fait partie, donc c'est une fable gothique qui a été réalisée par un artiste du coin aussi. Et après, on a d'autres projets pour 2026 de publication de livres. On fait aussi pas mal d'ateliers artistiques, des expositions collectives avec nos artistes, donc vraiment de former la boucle du dessin, comme on dit, pour vraiment faire vivre la culture locale. Ça veut dire que quand vous parlez d'atelier, admettons, moi qui suis pas très bon en dessin, je peux participer à un atelier pour un peu apprendre à dessiner, avoir des bases, c'est ça? Exactement. Alors là, on a fait quelques stages intensifs de dessin, donc avec des publics enfants et adultes. Donc l'idée, c'est à chaque fois de faire ça, de proposer ça en médiathèque, dans des associations pour vraiment dynamiser le dessin. Et alors, je vous pose une question qui n'est peut-être pas prévue, mais vous, Elia, votre domaine de prédilection, c'est la musique. Est-ce qu'à un moment, vous êtes dit tous les deux, bah, tiens, ici, on mettait des fois, de temps en temps, l'île mystérieuse en musique. Est-ce que ce serait une idée qui vous plairait? C'est une excellente idée. Alors on fait déjà des concerts dessinés qui marchent très bien. Et ça, c'est sur l'univers de Miyazaki tout récemment, si exactement, je dis pas de ouais. très bien renseigné. Et effectivement, raconter des histoires de la métropole sous forme de musique et de dessin, ça fait partie des idées et des projets qui, on l'espère, aboutiront en 2026. Avec Jérôme, on est en train de créer un projet justement musical, puisque Jérôme dessine, moi je fais de la musique, donc on essaye de développer un projet pour 2026 voire 2027 de ce format de dessin-musique. Avec des influences musicales pour travailler autour de ça? Oui, sur un peu l'histoire de la musique en fait. Donc ça peut être ce genre-là. Ce qui veut dire, comme vous parlez de musique, est-ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'il y a des personnages, qu'un jour ou l'autre, Sofiane Pamart devienne un personnage de l'île mystérieuse? Ah bah pourquoi pas. C'est effectivement des personnes emblématiques du Nord, dont plein de musiciens, donc effectivement ça peut rentrer dans l'histoire. Pour l'année 2026, vous savez déjà plus ou moins ce qui va être traité? Alors oui, on a quelques artistes pour 2026, on garde le secret pour l'instant. Et il y a un premier sujet qui va bientôt apparaître, ce sera le théâtre Sébastopol. Donc on aimerait bien se pencher sur cette histoire-là, donc voilà. Alors, on trouve donc la revue physique ici, donc dans le Grand Bassin, donc à Roubaix, donc juste à côté de la piscine. Mais est-ce qu'on peut le trouver dans d'autres endroits? Est-ce qu'on peut s'abonner? Comment est-ce qu'on se procure l'île mystérieuse? Alors là, on a lancé l'abonnement justement 2026, donc c'est possible tous les 2 mois de recevoir directement chez vous le livret et avoir la surprise de l'artiste, de l'histoire. Donc ça, c'est possible directement sur le site internet, donc laboucledudessin.com. Et ensuite, on est sur les meilleures librairies lilloises, on va dire. Donc il y a la librairie Crowdfunding, la Procure, voilà, à Lille. On a aussi Autant Lire à Lambersart. Et on a aussi quelques boutiques, le Bateau Livre, librairie aussi emblématique de Lille qui nous soutient aussi. Alors, et ce qu'il y a de très bien aussi avec l'île mystérieuse, je le montre, on peut se faire dédicacer son numéro. Pourquoi vous faites ça? Alors en fait, le format est tellement petit que du coup, c'est vrai que la place est un peu limitée pour faire des dédicaces. Mais en fait, on fait beaucoup d'événements et on invite en fait toujours les artistes. Donc on essaie de tourner un peu avec tout le monde. L'idée, c'est vraiment que les artistes rencontrent le public. Et les personnes, les abonnés ou les personnes qui achètent peuvent avoir une dédicace personnalisée du livret. Personnalisé à tel point aussi que la boucle du dessin propose aussi si j'ai envie moi de raconter l'histoire de ma famille, je peux venir vous voir, c'est ça? Et vous allez la raconter en illustration et un peu comme l'île mystérieuse? Bien sûr, c'est tout à fait faisable. Il faut avoir une histoire à raconter. Ça peut être une histoire familiale, par exemple, une histoire d'entreprise. Vous pouvez venir directement vers nous et puis on peut travailler ensemble pour raconter une histoire. Donc c'est sûr que ça peut faire un très très joli cadeau et surtout ça permet de perdurer et de transmettre aux générations futures. Donc ça fait partie des choses qu'on est amené à faire. Voilà, très beau cadeau. Bon, d'accord, Noël s'est passé, mais il y a la fête des mères, la fête des pères, il y a toujours des moyens. Une dernière question peut-être. L'île mystérieuse, qui a trouvé le nom et pourquoi ce nom-là? Qui m'en parle? L'île mystérieuse, en fait, il y a pas mal de jeux de mots. Déjà, il y a l'île mystérieuse, on pense à Jules Verne. Et ensuite, il y a l'étoile mystérieuse où on va penser à Tintin. Et donc, cette combinaison des deux fait qu'on s'est dit, en fait, c'est un titre qui est génial. Donc, on est parti sur ce titre aussi. Donc voilà, pas mal de références. Références aussi un petit peu au monde de la BD avec Tintin, forcément. Et puis, Jules Verne qui est extraordinaire. Donc, premier numéro qui n'existe plus, qu'on ne peut plus se procurer pour l'instant.
Bon, on verra, peut-être qu'un jour il reviendra, on sait jamais. Mais voilà en tout cas comment l'amour de l'île, je vous remercie Elia et Jérôme d'avoir pris du temps avec nous, donc Merci. ici au Grand Bassin de Roubaix. Voilà comment l'amour de l'île nous a permis en fait de raconter des belles histoires dans ces vies d'en haut. Moi je vais retourner à la lecture du numéro sur la piscine parce que je suis sûr qu'il y a encore des choses que je ne sais pas. J'irai peut-être faire un petit tour après, ouais peut-être après tout, je vais en profiter. Et puis à bientôt sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Merci à tous les deux. Merci. beaucoup.